Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir. J'ai vu que la vidéo d'hier vous a vraiment plu. Alors j'ai décidé de faire une deuxième, intitulée une dizaine de QCM en hémato 2. Et directement on enchaîne avec la première question qui est: la splénectomie fait partie du traitement d'une ou de plusieurs des affections hématologiques suivantes: les leucémies aiguës myéloïdes, les leucémies myéloïdes chroniques, l'anémie hémolytique auto-immune, la leucémie lymphoïde chronique ou le purpura thrombopénique idiopathique. Déjà, on peut éliminer tous les leucémies, vu que dans les hémopathies hémalines, la splénectomie n'est pas efficace et ça ne constitue pas un traitement de choix pour ces affections. Par contre, au cours des anémies hémolytiques auto-immunes, qui est une maladie qui est auto-immune, ainsi que le purpura thrombopénique idiopathique, la rate est responsable de la destruction cellulaire car elle produit les lymphocytes qui sécrètent les anticorps responsables de la destruction des globules rouges dans l'anémie hémolytique auto-immune et de la destruction des plaquettes au cours du purpura thrombopénique auto-humain, qu'on appelle le purpura thrombopénique idiopathique. Et donc, la réponse juste est l'anémie hémolytique auto-immune ainsi que le purpura thrombopénique idiopathique. Deuxième question: parmi les affections suivantes, lesquelles s'expriment avec une anémie microcytaire? Est-ce que c'est l'anémie de Werner? Non, l'anémie de Werner est une anémie macrocytaire. C'est une anémie mégaloblastique. La même chose que la maladie d'Imerslund, qui est une anémie mégaloblastique de l'enfant. Alors que le déficit en G6PD est une anémie hémolytique aiguë congénitale qui entraîne des crises hémolytiques aiguës. Et donc, elle se manifeste par des anémies normocytaires. Les seules anémies microcytaires, alors, sont bien sûr l'anémie féréprive et la bêta-thalassémie, qu'elle soit mineure, ou majeure ou intermédiaire. Et sûrement pas les anémies de Werner ou Imerslund ou le déficit en G6PD. Il est intéressant de rappeler que les anémies microcytaires regroupent 4 types d'anémies. La première, c'est l'anémie féréprive. Bien sûr, c'est la plus fréquente des anémies microcytaires. La deuxième, c'est les anémies inflammatoires, où l'anémie n'est qu'un épiphénomène dans un tableau inflammatoire chronique qui évolue depuis un certain temps. Par exemple, un patient qui présente un rhumatisme type polyarthrite rhumatoïde pendant des années, c'est logique s'il fait une anémie inflammatoire. Tous les syndromes thalassémiques peuvent donner une anémie microcytaire, qu'elle soit bêta-thalassémie ou alpha-thalassémie, mineure ou majeure ou intermédiaire. Et le quatrième type d'anémie, c'est les anémies sidéroblastiques. Ce sont des anémies qui sont rares,
mais il faut retenir qu'elles sont microcytaires hypochromes. La troisième question. Dans une leucémie aiguë, l'hémogramme peut mettre en évidence une neutropénie. Oui, une neutropénie. Parce que la moelle est envahie par des cellules blastiques qu'elle ne laisse pas passer les globules blancs normaux. Et donc, elle est tellement envahie par des blastes qu'elle ne laisse pas des cellules hématopoïétiques normales se produire. Elle prend trop de place. Donc, elle peut engendrer une neutropénie, une thrombopénie ou une anémie, qui peut être normochrome normocytaire. Par contre, elle n'engendre jamais de polyglobulie. Oui, il arrive parfois que des blastes passent en périphérie, donnant naissance à une blastose périphérique, une hyperleucocytose avec blastose. Et donc, les réponses justes sont neutropénie. Après, il y a hyperleucocytose avec blastose, une thrombopénie, pas de polyglobulie, mais une anémie normochrome normocytaire. Je rappelle un petit rappel sur les leucémies aiguës. Cliniquement, ils se manifestent par deux syndromes, un syndrome d'insuffisance médulaire, plus ou moins un syndrome tumoral. Le syndrome d'insuffisance médulaire est fait d'un syndrome anémique, c'est-à-dire la pâleur cutanéo-muqueuse, la dyspnée, la tachycardie, etc. Le syndrome infectieux, surtout, il se manifeste par une fièvre, des sueurs, etc. Un foyer infectieux qui peut être détecté ou pas. Un syndrome hémorragique fait surtout de purpura échymotique et péticiale, mais d'autres hémorragies telles que les épistaxis, les gingivorapies peuvent être retrouvées. Le syndrome tumoral, alors le syndrome tumoral, c'est des adénopathies, des splénomégalies, une hypertrophie gingivale, etc. Tout envahissement viscéral par des blastes peut engendrer un syndrome tumoral. Et le tout d'installation très rapide qui peut s'installer en quelques jours, voire en quelques semaines. Et biologiquement, on retrouve un hémogramme qui retrouve une anémie normochrome normocytaire régénérative, plus ou moins une thrombopénie, une leucopénie, et comme on l'a dit tout à l'heure, une leucocytose. Et donc la diminution des rouges, des plaquettes et des blancs, on appelle ça une pancytopénie. Si deux lignées sont touchées, on parle de bicytopénie. Le frottis de sang, il montre soit un frottis désertique s'il y a une pancytopénie, ou une blastose périphérique. Et le myélogramme, il retrouve un taux de blast à supérieur à 20% selon les critères OMS pour le diagnostic de la leucémie aiguë. La question suivante, c'est dans la leucémie myéloïde chronique, en phase chronique, lesquelles de ces propositions sont justes? Déjà, on voit dans la question qu'on emploie le mot lesquelles.
lesquelles, c'est-à-dire on va cocher plusieurs réponses. Alors, est-ce qu'on va retrouver une myélémie? Bien sûr, c'est le critère majeur du diagnostic. Hyperleucocytose supérieure à 100 000 par millimètre cube, plus une myélémie biologiquement. Donc, oui, on va retrouver une myélémie. La basophilie supérieure à 20%. Non, la basophilie est un critère d'accélération de la LMC et non un critère de diagnostic de la LMC en phase chronique. Une blastose médulaire et sanguine inférieure à 30%. Non, pas du tout. Actuellement, la blastose médulaire est inférieure à 20% dans la phase chronique et d'accélération, mais pour définir une leucémie myéloïde chronique en phase aiguë, il faut que la blastose médulaire soit supérieure à 20%. Donc la réponse C est fausse. Il n'y a pas de thrombopénie. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de thrombopénie dans la LMC dans sa phase chronique. Donc, on va cocher la réponse D. Par contre, les adénopathies ne sont pas associées à la splénomégalie à la phase chronique. C'est une splénomégalie isolée. Les adénopathies vont apparaître dans la phase de transformation aiguë. Donc, les réponses A et D sont justes. La question suivante, une anémie microcytaire par carence martiale chez la femme peut être due à des menstruations abondantes. Oui, toute source de saignement peut être à l'origine d'une anémie microcytaire par carence martiale. Donc oui, les menstruations abondantes sont une cause pour l'anémie microcytaire par carence martiale. Une contraception intra-utérine, bien sûr, un stérilet, une femme qui porte un stérilet, ça peut provoquer des saignements, même distinents, et donc engendrer une anémie martiale, par carence martiale. Par contre, la contraception œstroprogestative n'est pas une cause de l'anémie fébrile. De même pour les infections gynécologiques répétitives. Par contre, les fibromes utérins peuvent entraîner des saignements utérins et donc être une cause de l'anémie fébrile. Voilà, donc on va cocher la réponse A, B et E. Donc, dans une anémie mégaloblastique, on observe une augmentation des réticulocytes. Pas du tout. Au contraire, les anémies mégaloblastiques sont arégénératifs et donc le taux de réticulocytes est bas. Est-ce qu'on retrouve une hyposidérémie? Non, pas du tout. L'hyposidérémie est une diminution du taux du fer sérique. Et sûrement pas une diminution de la bilirubine libre. Est-ce qu'on peut trouver une diminution du taux de la vitamine B12? Oui. La carence en vitamine B12 est une étiologie de l'anémie mégaloblastique. Donc on va cocher la réponse D. Est-ce qu'il y a une augmentation du taux des folates?
Pas du tout. Cette question, elle est trop simple. On va passer directement à la suivante. L'hémogramme suivant est celui d'un homme âgé de 62 ans. Ça, c'est une question qui m'a été remise par le professeur Touhami, chef de service d'hématologie au CHU. Donc, très intéressant comme hémogramme. Le taux de globules rouges est de 2 700 000 par millimètre cube. L'hémoglobine, elle est à 10 grammes par décilitre. Le VGM à 72 microcubes. Le CCMH à 29%. Le taux de réticulocytes, il est à 53 000 par microlitre. Le taux de blanc, il est à 3 000 par millimètre cube. Et les plaquettes sont à 520 000 par millimètre cube. Ah, quelle est la seule interprétation juste de cet hémogramme? C'est pas la peine de lire tout ça. C'est tout professeur Touhami, hein. Il aime les réponses comme ça. Alors il faut, pour répondre à cette question, il faut interpréter l'hémogramme. Et donc, premièrement, on voit qu'il y a un taux d'hémoglobine qui est bas, inférieur à 13 grammes par décilitre chez un homme. Et donc, c'est une anémie. Le VGM est inférieur à 80 microcubes ou femtolitres. Donc, cette anémie, elle est microcytaire. Et le CCMH est inférieur à 30%. Et donc, il s'agit d'une anémie microcytaire hypochrome. Le taux de réticulocytes est inférieur à 120 000, donc elle est arégénérative. Le taux de blanc est inférieur à 4000 blancs par microlitre, donc c'est une leucopénie. Par contre, le taux de plaquettes est élevé, il est supérieur à 450 000. Donc c'est une thrombocytose. Maintenant, c'est facile, c'est la réponse B. Il s'agit d'une anémie microcytaire normochrome arégénérative. Il y a une leucopénie, une thrombocytose. La question suivante, c'est parmi les éléments suivants, quels avec S sont ceux qui nous permettent d'explorer la fonction des polynucléaires neutrophiles. Donc on peut, dans cette question, il y a quels sans S et quels avec S. Donc on peut cocher une réponse comme on peut cocher plusieurs. Est-ce que l'hémogramme permet d'étudier les polynucléaires neutrophiles? Oui, parce que dans un hémogramme, on retrouve le taux de polynucléaires neutrophiles, le taux absolu des polynucléaires neutrophiles, qui est normalement se situe entre 1700 et 7500 polynucléaires par microlitre. Donc l'hémogramme permet d'étudier la fonction des polynucléaires neutrophiles. Le frottis de sang, il permet d'examiner la morphologie de ces polynucléaires. Au microscope optique, oui, le frottis de sang permet l'exploration des polynucléaires neutrophiles. Donc, oui, le frottis de sang. Est-ce que le myélogramme? Bien sûr. Lorsqu'on fait un myélogramme, on examine les différents éléments de la granulopoèse. Et qui dit granulopoèse dit formation et production de polynucléaires neutrophiles. Donc le myélogramme est un élément indispensable de l'étude de la fonction des polynucléaires neutrophiles. Par contre, la fonction ganglionnaire est inutile.
la fonction ganglionnaire est effectuée dans un but diagnostic d'une adénopathie. Elle est à visée diagnostique d'une adénopathie, étiologique d'une adénopathie. L'électrophorèse des protéines ne va pas explorer la fonction des polynucléaires. Par contre, il examine l'albumine, les différentes protéines, gamma-globuline, bêta-globuline et alpha-globuline. Donc, ce n'est pas un moyen d'exploration des polynucléaires neutrophiles. Un patient vient vous voir avec l'hémogramme suivant. Et un hémogramme très simple, hein, avec 4 paramètres qui peut se voir dans tous les laboratoires en fait. Avec un taux de globules rouges à 2 500 000 par millimètre cube. Un taux d'hémoglobine à 7,5 grammes par décilitre. Donc, il existe une anémie. C'est un homme qui a un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes par décilitre. Il existe aussi une leucopénie avec 2700 globules blancs par millimètre cube. Donc, c'est une leucopénie. Et là, on trouve aussi un taux de plaquettes inférieur à 150 000, donc c'est une thrombopénie. Ah, là, il s'agit d'une pancytopénie. Est-ce que on peut déterminer les caractéristiques de cette anémie? Eh bien non, on ne peut pas calculer le VGM, parce qu'on a besoin de l'hématocrite. Et dans cet hémogramme, l'hématocrite est absente. On ne peut pas aussi calculer le CCMH, parce que pour calculer un CCMH, il faut toujours l'hématocrite. Donc on ne peut pas dire si cette anémie est microcytaire ou normocytaire, elle est hypochrome ou normochrome. Donc la question est, ce patient présente une pancytopénie? On a déjà répondu à la question. C'est une pancytopénie. Est-ce que c'est une anémie normochrome normocytaire? On ne peut pas savoir. Ça, on n'a pas l'hématocrite. Est-ce que c'est une bicytopénie avec thrombopénie? Non, pas du tout. Ce n'est pas une bicytopénie, c'est une pancytopénie. Et il n'y a pas de myélémie. Il est utile de rappeler que la myélémie, c'est le passage des cellules immatures de la moelle vers la périphérie. La réponse D exclut aussi. La réponse E, une anémie, une leucocytose et une thrombocytose. Non, il s'agit d'une leucopénie, une thrombopénie. Donc la réponse juste, c'est seulement, il s'agit d'une pancytopénie. Voilà, c'est déjà terminé. Je vous en prie, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et mettez-moi un grand pouce bleu vers le haut. Mais si ça vous a pas plu, ben tant pis. Un tout petit pouce vers le bas. Il me reste que vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas de réviser les autres modules, cardio, pneumo, endocrino, etc., etc. Et à la prochaine dizaine de QCM au Démato. Je vous remercie pour votre attention.